Cette année, je vous propose de faire l'expérience de l'enseignement essénien grâce à 15 semaines de stage sur des thèmes variés. Je vous invite à me rejoindre en Grèce pour des vacances en conscience. Attention, le nombre de places est limité. Tout le mois de mai est consacré à l'alchimie essénienne et l'art de la transformation intérieure. Puis, Jésus nous guidera dans l'art de vivre essénien. Je vous propose ensuite d'entrer dans les mystères d'Égypte grâce à Hermès Trismégiste, puis d'expérimenter la géométrie sacrée avec Pythagore, et enfin de pénétrer les secrets des mythes grecs avec Platon. En août, une nouvelle session de médecine sacrée niveau 1, puis une seconde session d'alchimie essénienne. Bienvenue en Grèce, chez nous, sur cette terre qui est le centre initiatique essénien, dans lequel je vais donner cette année 15 semaines de formation. Je viens vous parler aujourd'hui de quelques notions de l'alchimie essénienne, puisque c'est un des thèmes que je vais aborder dans les formations. Alors l'alchimie, on en a souvent entendu parler, on imagine des sortes de savants fous dans des ateliers avec des athanors et puis des choses comme ça en train de faire des expériences. Donc vous savez que alchimie, c'est tout simplement un mot qui vient de l'arabe et qui aujourd'hui s'est transformé en français en chimie, la chimie. L'alchimie vient en fait, c'est intéressant de le replacer dans l'histoire pour comprendre comment, dans l'histoire de l'évolution de la conscience, de la pensée et de notre relation à la vie, à la création, à la terre, pourquoi tout d'un coup cette science émerge et pourquoi elle laisse une trace, pourquoi on s'en souvient, pourquoi on a gardé ce mot en langue française d'alchimie. En fait, il faut remonter pour ça un petit peu avant, dans la période de l'Antiquité grecque, où à Athènes, à Alexandrie, les humains, comment on pourrait dire, leur conscience se développe et descend dans la matière, et ils sont de moins en moins reliés par leur perception sensorielle au réel. Et d'ailleurs, ça cause un gros problème, c'est la naissance de tous les courants initiatiques philosophiques et la raison d'être des initiations dans les temples, des mystères qui ont cherché à maintenir un souvenir et une mémoire de la perception de la vie, parce que nos cinq sens, se sont obscurcis et matérialisés et ont été de plus en plus teintés, orientés, déformés par nos vies intérieures. C'est-à-dire que si on remonte très très loin, l'être humain vivait avec une conscience très animale, très animiste, un lien direct avec la nature, dont il s'est extrait progressivement, et sa perception de la vie a été de plus en plus remplie de ses propres pensées, ses propres sentiments, ses propres désirs, qui du coup teintent complètement toutes nos perceptions. On le sait quand on a des amis avec qui on discute, des fois on se rend compte qu'ils ne voient pas les choses comme elles sont. On va dire que l'amour rend aveugle, des choses comme ça. On interprète, on ne perçoit pas les choses telles qu'elles sont. Quelqu'un nous parle et puis on l'interprète d'après nos propres blessures, nos propres besoins, nos manques, etc. Ce phénomène, en réalité, il est global et il est collectif dans l'Occident au sens large. Et donc, après l'Antiquité, ou disons, voilà, on va arriver à peu près à la période du Christ, on va dire. C'est là qu'il y a beaucoup de scientifiques, de géomètres, même de chimistes, de mécaniciens qui mettent au point énormément de compréhension et de connaissances de la vie depuis plusieurs siècles. Et finalement, on en arrive à ce que les êtres les plus éduqués, les plus cultivés, focalisent leur attention sur la matière et se passionnent pour l'étude de la matière, au détriment de toute perception subtile, intérieure, qu'on pourrait qualifier de spirituelle, mais que je préférerais dire naturelle. Et ça crée une sorte de matérialisme qui fait que globalement, l'être humain se tourne dans cette façon de se relier au réel et d'étudier la vie. Et les alchimistes sont des êtres qui ont récupéré les enseignements pythagoriciens, platoniciens, initiatiques, qui disent quoi? Qui disent finalement la création est comme un voile, comme un théâtre, comme un décor, et la vérité est ailleurs, la vérité est au-delà, elle est cachée au-delà des apparences.
Et il s'est passé un double phénomène au début de l'ère chrétienne, c'est que les religieux ont créé un discours, une description de la réalité en disant « Dieu a créé le monde en 7 jours, les choses sont ainsi, il faut faire certaines choses, il faut être moral, il faut obéir au code religieux pour peut-être être sauvé, mais uniquement après la mort. Et un jour, il y aura le jugement dernier, le retour du Messie ou le retour de Jésus-Christ, peu importe. » Voilà, il y a cette vision qui se développe. Et d'un autre côté, il y a une vision, on pourrait dire, de résistance, qui est de dire nous pouvons connaître la matière, nous pouvons faire des expériences, nous pouvons appréhender le réel. Dieu n'est pas nécessairement dans la matière. La preuve, c'est que si nous manipulons la matière, nous pouvons en atteindre une maîtrise. Nous pouvons développer des techniques, avoir un savoir. Par exemple, si nous étudions la force de l'eau, nous pouvons créer des roues d'irrigation. Nous pouvons canaliser l'eau, la répartir, vous voyez. Donc il y a comme une vision très religieuse qui, d'un certain point de vue, peut effacer un petit peu le désir scientifique et de maîtrise de la matière, et d'un autre, une vision beaucoup plus scientifique qui dit on peut maîtriser la matière, et même on doit maîtriser la matière parce que celui qui réussit à maîtriser des techniques, qui a un savoir scientifique, va pouvoir être plus puissant, pouvoir dominer, pouvoir étendre son royaume, etc. Donc il y a un petit peu ces deux visions. L'alchimie, c'est une tentative d'êtres qui ont accès à des textes antiques, donc qui datent de 200, 300, 400, 500, 1000 ans avant Jésus-Christ, hérités de l'Égypte, de la Grèce antique, etc., de ces traditions, et qui comprend que la création est un livre vivant, le Liber Mundi, le livre du monde, et que si nous apprenons à le décoder, nous apprenons son alphabet, son langage, nous pouvons décoder les signes, mais non pas pour avoir le pouvoir ou simplement savoir canaliser de l'eau par la gravité, etc., mais pour connaître Dieu. Et que Dieu est connaissable à travers une démarche scientifique, mais pas dans le sens moderne, scientifique, donc de connaissance et d'appréhension du réel. C'est-à-dire, c'est le constat que nous les humains, nous sommes emplis de passions, de croyances, d'illusions, de certitudes, etc., de désirs, et tout cela obscurcit nos sens et notre perception du réel, mais donc en adoptant une attitude beaucoup plus neutre, un petit peu bouddhiste finalement, d'observation simple, dénuée de préjugés, si nous observons la nature et ses phénomènes, alors nous pourrons connaître ce que le divin a caché dans la nature, ou il ne l'a pas forcément caché, mais en tout cas, à cause de l'état actuel de l'humanité, nous devons effectuer un mouvement pour le retrouver, pour nous relier à tout ce qui est partout dans la nature. Et donc ça va donner quoi? Ça va donner des êtres qui aiment le savoir, qui aiment la connaissance, qui se donnent les moyens de le chercher. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'alchimie, qui est resté comme nom d'alchimie. Et ça marque vraiment l'histoire de l'humanité, parce que là encore, il va y avoir deux branches. Il va y avoir une branche qui va finalement être constituée d'alchimistes qui n'accèdent plus vraiment à l'esprit de leur science, c'est-à-dire la recherche du divin, mais qui se contentent du résultat des expériences et des découvertes des alchimistes pour des maîtrises technologiques et donc du pouvoir. Et une autre branche qui va demeurer dans la recherche de l'intériorité. L'alchimie essénienne, c'est la recherche de l'essence de ce que c'est. Parce que même aujourd'hui, vous voyez, on a conservé de l'alchimie un écho ancien qui date pour la plupart du Moyen-Âge, à travers certains écrits, mais qui en réalité, là encore, est une lettre morte dont il faut retrouver l'esprit. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est deux choses principales que je vais partager maintenant avec vous sur l'alchimie. La première, c'est de comprendre que les humains ne peuvent plus faire confiance à leur sens et à leur perception, au point que leur vie devient comme un théâtre parfois illisible, dont ils ne comprennent pas le sens des actes et des scènes, et au point de devenir, alors qu'ils en sont les acteurs,
au point d'en devenir des spectateurs, et en plus des spectateurs dans l'incompréhension de la scène de leur propre vie. Donc les hommes sont devenus des étrangers à leur propre vie, voient dérouler sous leurs yeux des scènes qui se succèdent, des événements, des situations, ignorent tout des tenants et des aboutissements, ne participent même plus au jeu, ne sont plus partie prenante, ne prononcent plus leurs paroles, n'assurent plus leur part. Et alors que dans la nature, tout continue de se dérouler tel que prévu. Donc l'homme s'est extrait, mais il peut rattraper le fil de cette compréhension, de cette participation au monde, à travers l'observation de ce qui est toujours dans la pièce telle qu'elle a été prévue au départ par le Créateur. Donc l'alchimiste va s'intéresser à la création en premier lieu. Il sait que toute la vie est une composition. Vous voyez cette roche sous moi, ces plantes autour de moi, ces animaux, ce ciel, tout cela est une composition. Et donc il se dit, la nature est composée, le Créateur a composé quelque chose. Je dois m'entraîner dans mes perceptions à percevoir systématiquement que tout ce qui est sous mes yeux et à l'intérieur de moi est une composition, un amalgame de choses qui forment une scène, un décor, une image, une photo, une perception, un son, un goût, une sensation, on va dire une sensation du monde. Tout ça est composé. Composé de quoi? De tout un tas d'éléments. Mais si déjà je sais que c'est une scène composée, c'est comme quand, tu vois, tu manges, et puis quelqu'un peut te dire « Essaye de deviner qu'est-ce que j'ai mis dans le plat ». Tu as vu, tout d'un coup, tu éveilles beaucoup plus ton goût et tu cherches à différencier les saveurs pour pouvoir dire tu as mis de la cannelle, du safran, tu vois, tout d'un coup tu changes d'attitude entre une façon de manger qui est passive, qui peut être même, tu peux apprécier la nourriture, mais tu es passif dans ta perception, alors que la première attitude de l'alchimiste, c'est d'être complètement actif dans sa perception et de savoir que tout est composé, et donc de se passionner quelque part, de s'intéresser, d'éveiller son énergie pour essayer de percevoir la composition de toutes ses perceptions, de ce qu'il ressent, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de tout ce qu'il vit, tout ce qui se déroule sous ses yeux. La nature est une composition d'éléments. À partir du moment où tu le sais et où ça t'allume, ça t'intéresse, ton attitude dans le monde va changer. Ta perception du monde va se modifier. Et tu vas déjà entrer sur le chemin de l'alchimie par ce simple changement intérieur de positionnement. La deuxième étape, donc là je parle des deux premières étapes, des deux premiers pas sur le chemin de l'alchimie. Le deuxième pas, c'est lorsqu'on arrive à ce savoir, qui est très très ancien, que le monde est composé de 4 éléments principaux, bien sûr unis par le 5e. Ces 4 éléments ont des propriétés, ils ont chacun des lois, des fonctionnements identifiables. Et l'alchimiste va commencer à s'intéresser à la façon dont la création interagit avec ces éléments. Par exemple, comment le cuivre se comporte avec le feu, comment il se comporte avec l'eau, comment il se comporte avec l'air et comment il se comporte avec la terre. Puisque les 4 éléments principaux fondamentaux qui régissent la création sont la terre, l'eau, l'air et le feu, comment les éléments se combinent, s'assemblent, se dissocient, réagissent quand ils sont en relation avec les éléments. Parce que si la nature et la création est une composition, nous-mêmes nous sommes donc composites, nous sommes un composite, nous sommes composés. En étudiant la façon dont les éléments se composent et se décomposent, c'est-à-dire s'associent et se séparent, s'unifient
et se multiplient, alors je vais commencer à comprendre la façon dont ce décor est organisé, la façon dont la création est constituée, la façon dont la création fonctionne. Elle est animée. C'est-à-dire qu'en étudiant l'extérieur, tu vois donc l'alchimiste dans son atelier, dans son laboratoire, en train de faire des expériences, il n'étudie pas du tout la façon dont le plomb se liquéfie à la chaleur, la façon dont le mercure s'évapore. C'est pas ça qu'il étudie. Il sait qu'il étudie un élément du décor, un élément fondamental, pour le voir ensuite partout. Je vais filer l'image du théâtre. Tu vois, tu regardes un décor de théâtre et tu crois que c'est vrai. Tu sais, quand tu es petit, par exemple, tu vois les petits-enfants, tu leur racontes une histoire et ils vivent l'histoire. Un bon conteur, il capture son auditoire et il lui fait vivre des choses. On plonge complètement dans le décor. Tu peux étudier de la même façon les techniques de conte et tout ça. On te dit finalement c'est un décor. Et tout à coup, tu t'éveilles et tu te dis « Ah, mais donc ce ne sont pas des plantes, des arbres sur la scène, c'est de la peinture verte. » Et là, tu cherches où il y a du vert, comment ça fonctionne, qui l'a mis, d'où ça vient, et tu commences à comprendre qu'il y a du vert. Après, tu vois tout d'un coup qu'il y a du bleu, il y a du rouge. Puis tout d'un coup, tu vois qu'il y a une corde qui fait quelque chose, qui participe au mécanisme du décor. Et tu regardes comment fonctionne une corde, à quoi elle sert. Tu comprends que ça lève, ça baisse des décors. Puis tout d'un coup, tu t'aperçois qu'il y a un plancher. Je sais pas, tu vois ? Donc, l'alchimiste qui, dans son laboratoire, étudie le mercure qui s'évapore, il se dit, si le mercure s'évapore sous mes yeux, c'est qu'il y a du mercure, s'il y en a ici, c'est qu'il y en a partout, il y en a ailleurs. Qu'est-ce qui, dans la nature, est à la fois un métal, mais qui, dans certaines conditions, disparaît? Et où est le mercure? J'en ai laissé hier dans mon laboratoire, je reviens ce matin, il n'y est plus. Où est-il? Où est-il? Où est le mercure? Dans la vie. Et qu'est-ce qui, dans la vie, disparaît, mais est toujours présent? Qu'est-ce qui peut faire apparaître le mercure, le condenser? Comment est-ce qu'il réagit avec tel élément? Tu vois, en interaction avec le plomb, avec le feu. Comment il se comporte avec la chaleur du soleil, sans chaleur du soleil, avec du froid? Et en fait, l'alchimiste, à une certaine époque, se sert de ce qui lui reste, parce qu'il n'a plus confiance dans ses sens. Il sait qu'il est trop troublé par sa personnalité, par sa vie intérieure, pour percevoir la vie telle qu'elle est. Donc il se dit, je me réfugie dans la matière, je prends refuge dans la création matérielle, parce qu'elle aussi a été créée par le divin. Donc, si le divin a créé la matière, ce n'est pas, comme disent les atomistes grecs, un hasard, et qu'il n'y a que des atomes qui s'assemblent par hasard. Il y a, même dans la nature la plus élémentaire et la plus matérielle, une raison, une loi, une organisation, une intelligence à laquelle je peux me relier pour percevoir et comprendre la vie avec plus de fiabilité qu'avec mes sens. Donc, je me relie au divin, non pas comme une abstraction lointaine, inatteignable, et que je dois attendre la mort et même le jugement dernier pour peut-être rencontrer, mais je peux rencontrer le divin maintenant dans sa création, puisque le mercure est la création du divin, puisque le feu est la création du divin, il y a nécessairement un savoir, une rationalité accessible que je pourrais appliquer à ma propre vie avec garantie, avec certitude, avec fiabilité, avec confiance. Je peux plus avoir confiance dans mon étude neutre et rationnelle d'un processus chimique
j'ai plus confiance là-dedans que dans ce que me dit ma femme, mon mari, mon ami, mon curé sur la vie et comment fonctionnent les choses. Parce que ça peut être tellement manipulé, transformé, subjectif. Je veux sortir de la subjectivité pour accéder à la rationalité de Dieu dans la création par ma propre expérience. Donc je ne suis pas soumis aux aléas de la vie pour faire des expériences, mais moi-même je crée des conditions d'expérimentation de la vie. Donc tu vois, l'alchimiste n'est pas du tout un savant fou qui cherche à transformer du plomb en or pour être riche. Ça, c'est vraiment une chute complète, une dégradation et même une insulte à l'alchimie. C'est une pratique mystique de méditation. C'est une méditation en mouvement qui se sert des éléments comme support d'étude. Maintenant, l'alchimiste se dit, si j'arrive à comprendre les lois du feu, je vais pouvoir les percevoir et les appliquer dans ma vie intérieure. Par exemple, le feu a besoin d'air. Plus il y a de l'air, plus il y a de feu. Mais il peut aussi y avoir trop d'air. Ça peut soit tout faire cramer dans la baraque ou éteindre la flamme s'il y a trop d'air. Donc il doit y avoir une relation synergique entre les éléments, mais elle n'est pas circonstancielle et hasardeuse et due à mon bon vouloir, à ce qu'aujourd'hui, comment je me sens. Il y a des lois qui sont les mêmes. C'est-à-dire que si j'allume cette bougie lundi et que je la soumets à un courant d'air de telle vitesse et de tel volume, elle va inévitablement s'éteindre parce qu'elle s'éteint le lundi, mais le mardi aussi. Et même le mercredi quand j'étais de bonne humeur, et même le jeudi quand j'étais déprimé. Donc, mon état intérieur n'a pas de rapport avec la façon dont les éléments agissent. Si j'étudie cela et je peux le percevoir à l'intérieur de moi, je réalise par exemple que la Terre est une énergie de fixation et de condensation qui permet à une chose de rester dans le temps. Qu'est-ce qui en moi condense, fixe et reste dans le temps? On peut tous se relier à ça, par exemple, si je te dis il y a des traumatismes, il y a des blessures dont nous n'arrivons pas à nous guérir ou qui demeurent et qui sont souffrantes même après des années. Et si je te dis maintenant, la Terre est un élément qui condense, qui fixe dans le temps. Tu comprends le lien? Donc c'est tout notre intérêt, si nous nous intéressons à la vie intérieure, même à des choses justement hyper subjectives et mouvantes, qui troublent notre perception du réel, tu comprends à quel point la connaissance de l'alchimie peut nous aider à comme rationaliser, neutraliser, dans le sens de rendre neutre notre perception et manipuler, c'est-à-dire bouger avec la main, cette mémoire traumatique par exemple. C'est-à-dire que je pars de quelque chose que je ne maîtrise pas et qui ne me fait plus avancer. Par la connaissance, la rationalité, la science, le savoir, j'arrive à quoi? Ce qu'on appelait dans un ancien langage une technique, une tekna, c'est-à-dire un savoir mis en pratique et applicable. L'eau, par exemple, est l'élément qui peut fixer la mémoire dans le temps, mais qui donc a la propriété inverse aussi de pouvoir dissoudre la mémoire temporelle. L'air est l'élément qui permet la fixation de la mémoire, de l'information, hors du temps, dans l'espace. Le feu est l'élément qui a la capacité de faire apparaître l'information, la mémoire, dans la matière. C'est le premier élément le plus subtil. Il a accès à quelque chose qui est au-delà de la matière et qui peut faire apparaître une chose dans la matière à son niveau le plus subtil. Donc, c'est juste des exemples, hein. Tu vois, en étudiant ces éléments dans ton laboratoire, je parle des alchimistes de l'époque qui faisaient des expériences physiques, tu maintenais un état méditatif et finalement, ce n'était pas un laboratoire,
c'était un temple. C'était le temple de l'expérience raisonnée, raisonnable, rationnelle, de la connaissance objective du divin. Et imagine-toi que ça se passait à une époque où les religions subjectives, mais extrêmement policées, formatées, politisées, c'était devenu un pouvoir politique, la religion, dominaient l'intellect et la connaissance en Occident et quasiment interdisaient ce genre de recherche beaucoup plus individuelle, expérimentale et libre. Parce que le principe fondamental de l'alchimie, c'est la liberté d'expérience. C'est-à-dire que c'est la matière et l'expérience qui te gouvernent et qui t'organisent et qui te structurent. Ce n'est pas un principe extérieur d'une bulle papale. À l'époque, c'était hérétique. C'était très problématique. Alors, il y a eu des périodes plus ou moins cool, plus ou moins faciles. Il y a eu des périodes vraiment en Occident, des régions surtout, des endroits. Dans le Vaucluse, par exemple, on peut penser le Vaucluse, 14e siècle, 13e. Il y a eu tout d'un coup une très grande liberté d'expérimentation, d'échange, de culture, de partage. Au départ, les universités venaient un petit peu de ces mondes où le savoir était beaucoup plus libre. Après, ça s'est transformé, bien sûr, parce qu'il y a eu comme un conflit avec l'Église catholique. Donc, l'alchimie essénienne, c'est de chercher dans cette façon de faire, cette façon de se relier, cette façon de rechercher l'information originelle dans le but de l'appliquer à notre vie intérieure et notre vie quotidienne, rechercher le divin, rechercher dans le fond qui nous sommes, notre origine, le code, l'information fondamentale qui a été placée dans la création au commencement des temps. Donc ça va être ça notre démarche. Alors la formation que je propose, elle va être présentée, partagée par élément, parce que avec l'élémentaire, il y a toute une semaine sur l'élément. Nous allons plonger dans l'élément pour essayer de comprendre comment l'élémentaire participe à notre composition, à notre décomposition. Finalement, nous voulons quoi? Nous voulons nous emparer de la connaissance de la transformation. Vous savez, en spiritualité, on parle souvent de se transformer, d'évoluer, de changer de niveau de conscience, etc. On parle de métamorphose et de transformation en permanence, mais je trouve que souvent on reste théorique, on reste abstrait. Ça va être une formation extrêmement pratique, concrète. On va s'emparer des processus de transformation. Dans chaque semaine, ça va être un élément. On va l'explorer, on va en faire des exercices pratiques, on va l'explorer à l'intérieur de nous, on va le regarder dans la nature. Et finalement, on veut quoi? Vous savez, ce fameux symbole de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, qui vient de l'Égypte ancienne, qui est passé par la Grèce, qui est très connu. On le trouve d'ailleurs... le grand dieu Cernunnos, le grand dieu cornu, là, il tient toujours dans sa main un serpent. Ce serpent qui se mord la queue, c'est l'écriture de l'origine de l'existence, qui est en réalité un processus de transformation permanente par la digestion de soi-même. Qu'est-ce que nous dit ce serpent? Il nous dit « connais-toi toi-même ». Qu'est-ce que fait ce serpent en se mangeant? Il veut se connaître lui-même. Donc il est à la fois dans l'instantanéité de la connaissance de soi-même, il accède à son savoir propre, et il est en même temps dans un processus continu et permanent de transformation et d'évolution. Il est donc le gardien de « je suis de toute éternité », il y a à l'intérieur de moi quelque chose qui demeure, et « je suis dans une création en perpétuelle transformation et évolution ». Il est le gardien du secret de comment être tout en se transformant en permanence. Ce paradoxe pour le mental de l'homme de l'existence fixe dans une transformation perpétuelle. Nous allons étudier ce serpent qui se mord la queue, cette énergie qui s'appelle, que les alchimistes pouvaient appeler l'alchimie, la transformation, la transmutation. C'est ce serpent qui se mord la queue qui en est le grand gardien. Nous allons parler du serpent vert de Goethe, nous allons parler de beaucoup de sujets.
Alors la formation est structurée, comme je l'ai dit, par éléments. Il y a la première semaine, là, on travaillera avec l'élémentaire. Mais en réalité, vous savez, les 4 éléments sont complètement reliés. Ils sont reliés comme à l'horizontale, mais ils sont reliés à la verticale. C'est-à-dire que le processus de transformation que l'on vit avec l'élémentaire nécessite l'eau, l'air et le feu, et qui s'insère à ce moment-là à la verticale. On retrouve les mystères de la croix, du christianisme, etc. Donc vous pouvez tout à fait venir simplement pour un bloc, une semaine. Et vous aurez des outils, des connaissances, des compréhensions et des expériences tout à fait spécifiques à l'élément. Donc on n'est absolument pas obligé de venir les 4 semaines. Vous pouvez venir pour ce qui vous parle le plus ou pour tout simplement ce qui vous est possible. Voilà le regard essénien sur l'alchimie. C'est pas de la philosophie et de la théorie, mais ça va être de la pratique et de la méditation intérieure et des exercices pratiques beaucoup. Alors on va pratiquer ça ici dans ce centre initiatique en Grèce pour ceux qui ont le courage de nous rejoindre. Et voilà, je vous attends et si vous voulez partager tous ces moments avec nous, vous êtes les bienvenus et ça va être, je pense, passionnant. En tout cas, moi, j'ai cette règle dans ma vie de ne faire que des choses qui m'intéressent et me passionnent. Alors moi, de toute façon, je serai passionné. Si vous voulez être passionné avec moi, venez nous rejoindre pour ces formations. Ça va être vraiment avec plaisir qu'on vous accueille ici, en plus dans ce cadre extraordinaire.